Notre premier conférencier est M. Philippe Larochelle, que vous connaissez tous, qui est un ami de tout le monde. Pour les fins de notre vidéo, je dois évidemment faire la présentation de façon à ce que nos archives soient complètes. Philippe est membre du Barreau du Québec. Il est avocat de la défense au TPIR et à la Cour pénale internationale. Il est avocat de Jacques Mungwerere, accusé de génocide et de crimes contre l'humanité devant la Cour supérieure de l'Ontario, relativement aux événements de 1994 au Rwanda. Et Maître Larochelle a représenté Léon Mugesera devant la Cour supérieure du Québec dans les procédures concernant son renvoi. Bienvenue et merci. Merci, Maître Tremblay. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais commencer ma présentation par dénoncer une injustice pénale internationale dont j'ai moi-même été victime. Je voulais intituler ma présentation « Les saucisses », puisque en matière de justice pénale internationale, je pense qu'il faut voir les procédés et y participer, s'impliquer activement pour finir par, comme pour les saucisses, une fois qu'on sait comment elles se font, on a moins envie d'en manger. Donc la justice pénale internationale, ça fait 12 ans que je baigne dans ce milieu et ce dont je veux vous entretenir ce matin, le titre, finalement, ça a été « Les rendez-vous manqués ». Ça a été une série, effectivement, depuis 11 ans que je suis dans le domaine de rencontres décevantes où il est plus question d'injustice que de justice pénale internationale. Donc, justice internationale, le titre, c'est justice pénale internationale. Justice pour qui? J'attends toujours de trouver pour qui qui peut prétendre avoir eu droit à une forme de justice dans l'arène de la justice pénale internationale. Et le premier cas dont je veux vous entretenir, c'est mon premier cas à moi, celui qui a été qui aurait dû marquer ma conversion au domaine, celui de Bichamu Mpaka. Bichamu Mpaka, je l'ai rencontré en 2001 à Arusha. Il était emprisonné depuis 3 ans, depuis 1998. Et Bichamu Mpaka a été acquitté l'année dernière après 13 ans de détention à Arusha. Donc, 13 ans de détention. Et qu'est-ce que vous trouvez dans son jugement où il est acquitté de toutes les charges qui avaient été alléguées contre lui? Vous retrouvez encore une présomption de culpabilité. Donc, je pense que tous mes collègues, que je vois nombreux ce matin, qui ont travaillé au tribunal pénal international, ont vécu avec cette présomption de culpabilité au cours de leur procès, au cours de leurs affaires là-bas. Donc, quand vous lisez le langage qui a été utilisé par les juges pour en arriver même à la conclusion que Bichamu Mpaka était innocent, donc ce type qu'ils ont acquitté, ils considèrent encore son témoignage avec suspicion. Partout où il s'est défendu et où il a dit qu'il n'avait pas commis certaines des infractions qu'on lui avait reprochées, la Chambre continue de voir son témoignage avec suspicion. Donc, parlez-moi d'une belle présomption d'innocence quand même un acquitté, vous continuez de voir son témoignage à l'effet qu'il nie les charges qu'on lui reproche avec suspicion. Donc, je ne peux seulement qu'exprimer du dégoût sur le langage utilisé. Le langage le procès de gouvernement 2, je souligne moi aussi la présence de Micheline, avec qui on a mené ce combat pendant de nombreuses années à Arusha. C'était une vraie guerre de tranchées dans ce dossier. Son client aussi a été l'objet de la même injustice que M. Bichamu Mpaka, M. Casimir, le docteur Casimir Bizimungu. Donc, je tiens à souligner non seulement la présence de Micheline, mais aussi à mentionner les injustices épouvantables dont sont l'objet les gens qui sont accusés devant le tribunal pénal international. Et le jugement est très long. Je peux vous donner les numéros de paragraphes. Allez lire vous-même les paragraphes, par exemple, dans ce jugement, les paragraphes 776, 959, 1058,
1519, à 1519, on dit Bichamumpaka, quand il témoigne, je lis en anglais. The self-interested nature of Bichamumpaka's testimony leads the chamber to view it with suspicion. C'est extraordinaire quand même. Ils l'ont acquitté, ce mec. C'est vraiment... en tout cas... Bon. Donc, ça, vous avez, même après un procès qui a commencé en 2003 et qui s'est terminé en 2010, après 7 ans, après avoir acquitté l'accusé de toutes les allégations dont il était l'objet, on continue à le considérer comme quelqu'un de coupable de quelque chose qu'on n'est pas encore précisément capable de définir. Mais le fait qu'il ait été accusé devant cette institution suffit pour que les juges gardent un tel langage même après l'acquittement. Donc, présomption de culpabilité chez les juges et carrément conduite criminelle, je le dis, chez le procureur, M. Paul Narrois. Donc, le procureur a agi d'une manière criminelle dans ce dossier, particulièrement en retenant et en cachant de la preuve. C'est un des motifs de l'acquittement de M. Bichamumpaka. C'est que le procureur, jusqu'à la toute fin, a gardé des éléments de preuve disculpatoires. Donc, et la Chambre, sur certaines des allégations qui étaient faites contre M. Bichamumpaka, a reproché au procureur d'avoir caché ces éléments de preuve et a acquitté M. Bichamumpaka en raison du fait que ces éléments de preuve avaient été retenus et n'avaient pas été fournis assez rapidement à la défense. Et le plus triste dans toute cette histoire, c'est que ces éléments de preuve que le procureur avait cachés, c'est par hasard qu'on les a trouvés. C'est par une coïncidence. La coïncidence étant que j'ai aussi été impliqué dans la défense de M. Nzabonimana, qui faisait face à des allégations semblables, donc qui recoupaient certaines des allégations dont avait été l'objet M. Bichamumpaka. Et quand j'ai vu qu'après la preuve qui avait été faite dans Bichamumpaka, des éléments de preuve supplémentaires avaient été recueillis qui venaient contredire les allégations qui avaient été faites contre Bichamumpaka, parce que j'en avais reçu divulgation dans le dossier de Nzabonimana, malgré mes avis au procureur Narrois à l'effet qu'il devait envoyer et divulguer ces éléments dans le dossier de Bichamumpaka où je n'étais plus actif, il m'a envoyé promener en me disant que je n'avais pas à lui montrer comment faire son travail. Donc, vous voyez l'esprit absolument criminel qui anime ce procureur et quelques autres au TPIR qui préfèrent cacher de la preuve plutôt que de la divulguer. Donc, ils ont... en ce qui me concerne, en tout cas, après avoir fait 2 procès contre M. Narrois au tribunal pénal international pour le Rwanda, je ne trouve pas d'autre mot que celui de criminel pour qualifier la manière dont il s'est acquitté de ses obligations comme procureur devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et vous pouvez lire les paragraphes à partir du paragraphe 155 et les paragraphes 175 à 177, où la Chambre utilise un langage très fort à l'égard de Narrois personnellement pour le blâmer de la manière dont il s'est acquitté de ses devoirs de divulgation dans le procès. Donc, vous avez cette heureuse combinaison à Arusha de juges qui présument de la culpabilité de vos clients, de procureurs qui vous cachent la preuve et qui vous mentent en pleine cour à ce sujet. Donc, les longues années de travail là-bas ont été parsemées de nombreuses frustrations et je suis sûr que chaque avocat qui a travaillé dans les dossiers au TPR en aurait long à dire sur leur propre dossier. Finalement, l'acquittement de Bichamumpaka est presque un accident. C'est dû à, comme je le dis, c'est dû à une coïncidence qui a fait en sorte que j'ai pu prendre possession et j'ai pu connaître la preuve que le procureur avait l'obligation de divulguer. Et si vous pensez que le fait d'avoir perdu un procès parce qu'il ne s'était pas acquitté de ses obligations de divulgation a refroidi ou a changé la manière de travailler de M. Paul Narrois, je vous rassure que non, parce que dans le procès de Nzabonimana, M. Nzabonimana a été condamné et on a reçu des nouvelles divulgations après nos plaidoiries finales, après le jugement et après le mémoire en appel du procureur, mémoire dans lequel il certifiait qu'il avait déjà divulgué toute la preuve en sa possession. Cette certification du procureur a été suivie une semaine plus tard d'un nouveau CD-ROM de divulgation qui contenait des déclarations antérieures des témoins sur lesquels reposait la condamnation de Nzabonimana.